Donc On va faire bonsoir comme à ça. toutes et à tous. Super. Merci d'avoir, répondu présent pour, ce webinaire, dans le cadre des Mardis du développement qui se focalise sur la santé en vol. C'est un sujet qui touche, à la fois, au développement, à l'accessibilité de la pratique finalement et puis aussi à l'hygiène, en vol et donc là, c'est un sujet qui touche aussi la commission médicale. C'est pour ça qu'on est, en co-organisation entre la commission développement et la commission médicale. Alors, bienvenue. Avant de commencer, quelques petites informations logistiques. La réunion durera au total environ 1 heure, questions incluses. Pendant la présentation, vous pouvez évidemment poser vos questions dans le chat. On va faire plusieurs temps de réponse aux questions. Et pendant la présentation, si vous ne prenez pas la parole, on vous demande de bien couper vos micros pour la qualité de l'enregistrement parce que ce webinaire sera enregistré et disponible en replay. Donc voilà, j'espère que vous profiterez de cette présentation et du contenu un petit peu euh, inhabituel qu'on propose ce soir. Alors, les intervenants sur ce webinaire, donc j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Louis Bouderlic. Je suis désolée pour la faute de frappe sur ton prénom, Jean-Louis, sur ton nom, pardon. Ah oui. C'est une erreur, je corrigerai après. Donc tu représentes la commission médicale et je vais te laisser te présenter. Ouais, bonjour à tous. Alors, je suis membre de la commission médicale depuis les dernières élections à la Fédé. Je suis pilote de planeur, FI, FE, remorqueur depuis plus de 50 ans, puisque j'ai commencé le planeur dans les années 70. Par ailleurs, je suis médecin généraliste et agréé aéro, donc je fais les visites médicales d'aptitude LAPL, classe 2 et PNC. Et que dire de plus? Je suis membre également de l'Association des professionnels de santé Vélivol et je participe tous les ans au congrès de la PSV à Saint-Auban qui a lieu souvent fin mai, début juin. Et donc, Aude m'a sollicité pour réfléchir à ce webinaire qui concerne les problèmes de santé liés au vol long. Et c'est avec plaisir donc que je suis avec vous pour en parler. Voilà. Merci Jean-Louis, très complet, un profil effectivement top pour aborder ce genre de sujet. Donc je te remercie d'être avec nous et pour ton temps et ton expertise qui va être vraiment précieuse pour discuter de toutes ces questions. Alors j'enchaîne, moi c'est Aude, je suis à la commission développement depuis quelques années et ça fait également, un paquet d'années que je vole et que je fais des vols de distance, notamment en compétition, dans le cadre des équipes de France depuis 2015 et effectivement, la question de l'hygiène en vol, elle s'est évidemment posée très rapidement du fait que je commençais à faire des vols un petit peu plus longs et donc pendant lesquels se posaient des questions type hydratation, nutrition et cetera et d'autant plus quand on est dans une logique de performance en championnat et donc je trouve que c'est des questions qui sont intéressantes et qui s'adressent vraiment à tout le monde, parce que finalement, dès lors qu'on fait des vols qui commencent à faire quelques heures, sans qu'ils soient forcément des grands vols, mais en tout cas des vols qui commencent à, impliquer et à solliciter forcément l'organisme et ben, dans ce cadre-là, on se doit finalement de, répondre à nos besoins et de le faire de la meilleure façon possible. Parce qu'il y a à la fois un enjeu, de sécurité du vol, qu'on soit, heu, apte à garder un état de vigilance et un état de confort en vol et puis il y a aussi une logique, enfin une question de performance et donc ça s'adresse vraiment à tous, ce webinaire, à toutes et tous. Du pilote qui commence à faire ses premiers vols, en solo un petit peu longs, au pilote qui fait des grands vols, en passant par les pilotes compétiteurs. Donc voilà, je suis convaincue de la plus-value de cette question de l'hygiène, et de la santé en vol et je suis, ravie aussi de pouvoir témoigner, au nom des féminines pour qui certaines problématiques un peu spécifiques peuvent se poser.
Et avec nous ce soir, je crois que nous avons également la chance d'avoir Sophie Burgevin. Sophie, je ne sais pas si tu es déjà avec nous. Oui, c'est bon, je vous ai rejoint. Magnifique. Ouais, Alors Sophie, je te laisse te présenter. J'ai fait un résumé extrêmement concis sur la slide, mais si tu veux rajouter quelque chose, c'est le moment. ouais, ok. Ravie du coup de vous rejoindre également ce soir. Alors plus pour la partie, je dirais, témoignage que la partie scientifique que je laisserai à Jean-Louis. Alors effectivement, moi je vole depuis très très longtemps. Euh, en tant qu'instructrice et en tant que compétitrice depuis plus d'une quinzaine d'années en fait maintenant. Donc, effectivement, la question d'hygiène en vol, et pour la partie alimentation, hydratation et du coup, mixion se pose. Et au-delà de la compétition, j'ai plaisir aussi à faire des longs vols, plutôt en Espagne en fait l'été, où on part sur des périodes en fait de 15 jours avec des vols de 7-8 heures qui s'enchaînent. C'est pas un vol, enfin c'est un peu comme la compétition, c'est pas un vol en fait isolé, c'est un certain nombre de vols qui s'enchaînent sur lequel on va chercher la performance. Et avant d'aller chercher la performance, il faut aussi s'assurer d'être en capacité en fait de tenir la distance. Voilà, c'est vrai que quand Jean-Louis et Aude m'ont parlé de ce webinaire, j'ai dit bah, pas de problème pour témoigner. Effectivement, en tant que pilote féminine, alors pas sur la partie hydratation et alimentation, ça je pense que ça sera commun, sur la partie miction, pour le coup, bah, c'est un petit peu différent et ça demande un apprentissage et je pense qu'on va y revenir un petit peu plus tard. Voilà. Merci Sophie. Parfait. Alors, je vous propose de commencer donc d'aborder ce sujet des vols entre guillemets longs en planeur. Euh, on s'est posé la question avec Jean-Louis, qu'est-ce qu'on qualifie finalement de vol long? Je pense qu'en fait, c'est une notion qui est très relative, qui dépend vraiment de chacun, chacune. Euh, En fait, on s'est dit que c'était pas vraiment une limite en termes de durée absolue, en termes de nombre d'heures, mais finalement, un vol long, ça va être un vol au cours duquel on ressent le besoin de soit s'hydrater, se nourrir et uriner. Et donc ça, évidemment, bah, ça va varier d'une personne à l'autre. Il y a des personnes qui vont avoir besoin de boire extrêmement rapidement et d'autres qui vont avoir des séquences d'hydratation beaucoup plus espacées. Et donc, c'est très personnel comme notion, ce vol long. Et donc, voilà comment on le définit et ça permet d'avoir une règle qui s'applique en fait à chacun. Et ces vols longs, ils sont problématiques parce que, eh ben, évidemment, quand on est installé dans le cockpit d'un planeur, il y a un certain nombre de contraintes qui s'exercent sur notre organisme, des contraintes qui sont liées eh bien, à la température. Il peut faire très chaud comme très froid en vol. Il y a des contraintes qui sont liées à l'ergonomie du poste du pilotage, donc à notre installation. Des contraintes qui sont liées aux possibilités de ventiler la cabine et qui permettent une régulation de la température plus ou moins forte. Il y a tout ce qui est lié à l'effet de serre de la verrière, donc souvent qui contribue à augmenter la température dans le cockpit et donc à augmenter la pression thermique sur l'organisme. Et c'est pas exhaustif comme liste, mais ces paramètres-là en particulier ont un impact sur la régulation thermique de l'organisme, sur la régulation hydrique et donc, in fine, sur notre forme générale et potentiellement aussi sur notre état de vigilance, notre performance en vol. Et donc, ça peut impacter aussi éventuellement la sécurité du vol. Et malheureusement, c'est vrai qu'autour de moi, j'ai quelques exemples, ou en tout cas témoignages, de pilotes qui se sont retrouvés en difficulté en vol parce euh, ils n'arrivaient plus à se concentrer, ils étaient complètement déshydratés, ou bien des situations de stress extrême pour des personnes qui ont dû aller
atterrir un petit peu en urgence parce qu'ils avaient envie d'aller uriner. Et donc, c'est des situations qui peuvent arriver, mais qui ne devraient pas se produire, puisqu'en fait, on a toutes les clés pour pouvoir prévenir ce genre de situation. Et Jean-Louis va vous en parler juste après. Donc, tout ce qu'on va voir par la suite, c'est vraiment dédié à vous pilotes, mais c'est aussi dédié aux encadrants pour qu'ils aient une sorte de bagage qui leur permet de partager un petit peu ces bonnes pratiques sur l'hygiène, mais aussi je dirais, ces petits outils ou systèmes qui nous permettent de mieux faire face à ces contraintes en vol et d'être finalement capable de faire de l'hygiène en vol un atout et pas un frein à notre progression. Et à la sécurité, ça c'est clair. Donc l'idée, ce soir, c'est vraiment de se concentrer sur d'abord la physiologie et là, c'est notre expert, Jean-Louis qui va en parler. Donc comment, en fait, finalement fonctionne le corps, comment il se régule. Ensuite, on va aborder, 3 problématiques. D'abord, la problématique de l'hydratation en vol, ensuite la nutrition. Et on finira par la miction avec vraiment, cette distinction entre, les pilotes masculins et les pilotes féminins, puisqu'évidemment les problématiques ne sont pas les mêmes, et c'est important pour tout le monde, qu'on soit un homme ou une femme, je trouve, d'avoir un aperçu des solutions qui existent pour tout le monde parce qu'on peut conseiller, notre entourage dans les clubs. Voilà. Et on ne parlera pas aujourd'hui de ce qui est posture, de ce qui est sommeil, de tous ces autres aspects, mais très importants pour aller voler. Là, on va vraiment se concentrer sur l'hydratation, la nutrition et la miction. Mais évidemment, les autres thématiques pourront faire l'objet, de discussions, à la fin. Voilà, alors je passe la main à Jean-Louis qui parlera bien mieux que moi de la physiologie. Oui, donc nous allons parler physiologie, hein, puisque ce qui est important de connaître, c'est ce qui se passe dans l'organisme et d'où viennent ces besoins impérieux qui peuvent se produire en vol, besoin de boire, besoin de s'alimenter et besoin d'uriner. Le premier élément qui est important, c'est la température corporelle. L'être humain est formé de cellules et chaque cellule a un métabolisme. Et ce métabolisme consomme un carburant qui est le glucose, le sucre, et un comburant qui est l'oxygène. Et cette combustion, qui est une combustion sans flamme, bien sûr, qui est une combustion lente, va produire de la chaleur et l'homéostasie va faire que la température normale du corps humain va se situer entre 36 degrés et 37 degrés 5. Et il y a un système de régulation de la température, c'est ce qu'on appelle le système nerveux autonome. C'est un système nerveux qui n'est pas soumis à la volonté. Le système nerveux, il y a par exemple la motricité. Quand je veux serrer le poing, bah, c'est mon cerveau qui commande et je maîtrise. Quand je, je mets les mains sur quelque chose de froid ou de chaud, bah, je vais sentir les différences de température. Là, c'est la sensibilité. Alors que le système nerveux autonome, il fonctionne indépendamment de tout le reste. Lorsqu'il y a un excès de chaleur interne, eh ben, le système nerveux va activer les glandes sudoripares et provoquer la transpiration. L'évaporation de la sueur va produire du froid, et c'est ce froid produit par l'évaporation qui va nous rafraîchir. Parce que lorsqu'on passe de l'état liquide à l'état gazeux, eh ben, cela produit du froid. Alors on a le phénomène inverse lors de la détente adiabatique, puisque l'eau sous forme de gaz qui est dans l'air, à partir d'une certaine altitude, va condenser, former le cumulus, et ça va produire de la chaleur. C'est pour ça que l'adiabatique saturée, la température décroît beaucoup moins vite qu'avec la diabatique sèche. Lorsqu'au contraire il y a un excès de froid,
eh bien, le système nerveux autonome va activer des tout petits muscles qu'on a sous la peau et ça va provoquer le frisson, la chair de poule. Cette petite production de chaleur va contribuer à remonter la température du corps. Mais si on atteint des niveaux où on va être en hypothermie, à ce moment-là, bah, c'est le fait de grelotter qui va provoquer de la chaleur. Donc, vous voyez, le système de régulation, soit par évaporation de la sueur, soit par contraction musculaire sur des petits muscles ou des gros muscles pour réguler. Mais on peut également réguler notre organisme de manière externe. Quand il y a un excès de chaleur, eh ben, il suffit d'ouvrir la ventilation de la cabine. On va faire entrer l'air extérieur qui va rafraîchir l'atmosphère, l'air inspiré, l'air ambiant. Mais également, le courant d'air, l'intensité du flux va contribuer à accélérer l'évaporation de la sueur. Et donc, ces deux mécanismes sont complémentaires pour rafraîchir le corps. Et alors, il y a également possibilité de rafraîchir l'organisme de l'intérieur en buvant une boisson fraîche. Donc, intérêt d'avoir de la boisson fraîche, de l'eau, bien sûr, en cabine. Un deuxième paramètre est important, c'est l'hydratation. Les milieux liquides de l'organisme euh, appartiennent à trois secteurs. Il y a le secteur intracellulaire, donc notre organisme est composé de petites cellules qui sont indépendantes. Il y a le secteur vasculaire. Le secteur vasculaire, ben, c'est là où circule le sang. Donc, ce sont les artères, les veines et toute la distribution de la vascularisation. Et entre les deux, il y a un secteur extracellulaire. Et donc, les échanges de milieux liquides vont se faire par des phénomènes osmotiques à travers les parois de ces trois secteurs. Ce qui nous concerne, ça va être essentiellement le secteur vasculaire, car c'est le premier qui est concerné par la pression artérielle. Hein, la pression artérielle, bah, c'est ce que le médecin mesure avec un tensiomètre. Alors, cette pression artérielle, elle est régulée par trois facteurs. Le premier facteur, c'est la masse sanguine circulante. Donc, la vascularisation, c'est un circuit fermé. Hein. Donc, le cœur propulse le sang dans l'artère, le sang est distribué dans les tissus, il est récupéré par les veines et il retourne au cœur, et ainsi de suite. Chez l'homme, on a 5 litres de sang dans les artères et dans les veines pour un sujet de 70 kg. Et chez la femme, on va dire 4 litres de sang pour un sujet de 60 kg. Alors, le sang, de quoi est-il constitué? Ben, de deux éléments, de deux choses principales. La première chose, ce sont les éléments figurés du sang, c'est-à-dire les cellules qui sont contenues dans le sang. On a les hématies, c'est-à-dire les globules rouges, dont le rôle est d'aller chercher l'oxygène dans les poumons et de le distribuer dans les tissus. On a les globules blancs qui, eux, ont un rôle immunitaire. Ils font la chasse aux intrus et quand ils rencontrent des étrangers tels que des virus, des, des bactéries, eh bien, ils vont faire le nettoyage. Hein. Et le troisième élément figuré du sang, ce sont les plaquettes. Alors, les plaquettes contribuent au phénomène de coagulation lorsqu'il y a une effraction. Hein, la première étape de la coagulation, c'est une agglutination des plaquettes qui va faire un clot hémostatique. Et c'est ce clot hémostatique qui va initier la réaction de coagulation. Le second élément du sang, ben, c'est la partie purement liquide qu'on appelle le plasma. Il est composé essentiellement d'eau, d'électrolytes et de nutriments. L'équilibre du plasma est régi par la balance entre les apports alimentaires, boissons, alimentation, et l'élimination des catabolites par le rein. Donc, importance du rein, et on va y revenir. Alors, donc, masse sanguine circulante, alors, important pour la pression artérielle. Deuxième élément, c'est la force de contraction du cœur. Hein, le cœur, c'est une pompe qui marche par impulsion. Quand le cœur se contracte, c'est la systole. Ça chasse un bolus de sang dans l'artère et donc ça fait monter la pression jusqu'à un point haut.
c'est la tension artérielle systolique, c'est le chiffre du haut quand on prend la tension. Lorsque le cœur se relâche, la pression redescend, mais elle ne redescend pas à zéro, elle se maintient à un certain niveau. C'est la tension diastolique, puisque la diastole, c'est la phase de repos de, comment dire, du cycle cardiaque. Troisième élément qui contribue à réguler la pression artérielle, ce sont les résistances périphériques. Les artères, les parois des artères comportent des petites fibres musculaires lisses qui sont gérées, là encore, par le système nerveux autonome, donc non soumis à la volonté, et qui ont la propriété de se contracter, ce qu'on appelle une vasoconstriction, ou de se relâcher, c'est une vasodilatation. Et donc, cela permet une régulation de la pression artérielle. Cette fonction est régie, comme je vous le disais, par le système nerveux autonome. Donc, trois facteurs importants pour maintenir la pression artérielle. Le volume sanguin. Si on fait une hémorragie, eh ben, la pression va diminuer. Et si l'hémorragie est importante, ça peut mal se terminer. La force de contraction du cœur. Si le cœur est défaillant parce que il y a des troubles du rythme, voire une fibrillation ventriculaire, à ce moment-là, la pompe est inefficace, ça se termine mal, souvent. Et les résistances périphériques, si on a un excès de contraction des petites fibres musculaires qui sont dans les parois des artères, ça va donner de l'hypertension artérielle. Et si, au contraire, les fibres se relâchent, ça va donner une hypotension, voire un collapsus qui va entraîner un état de choc. Et là encore, ça peut très mal se terminer. Donc, l'influence des longs vols sur l'équilibre hydroélectrolytique. La fonction rénale, alors c'est quelque chose qui est assez complexe que je vais essayer de vous expliquer de manière simplifiée. Vous savez que les reins, ce sont ce qu'on appelle vulgairement les rognons, hein. Donc, c'est un organe qui est situé dans la partie haute de l'abdomen et postérieure. Alors, quand on dit j'ai mal au rein, ça n'a rien à voir avec les reins. Quand on dit j'ai mal au rein, bien souvent, on a des douleurs musculaires qui viennent des muscles lombaires. Mais c'est un excès de langage que de dire j'ai mal au rein. Alors, le rein est constitué de deux parties. Il y a une partie périphérique, le cortex, une partie centrale, partie médulaire. Et dans le rein, il y a toute une mécanique qui est en place, qui était équivalente à une station d'épuration. Le, donc l'unité fonctionnelle du rein, c'est le néphron. Alors le néphron, bien sûr, il y en a des milliers dans le rein, mais si on prend un néphron de manière isolée, il a une artère qui amène le sang, qui est l'artère afférente, et une artère efférente, là où le sang sort. Et la première interface entre le sang, l'arbre vasculaire et les cavités excrétrices s'appelle le glomérule. C'est à ce niveau, au niveau des membranes du glomérule, que vont se faire les échanges. Il faut savoir que le débit des artères rénales est d'environ 600 millilitres par minute et le glomérule va laisser filtrer environ 120 millilitres par minute. C'est-à-dire donc il y a 120 millilitres chaque minute qui traversent la paroi et qui se retrouvent dans les cavités excrétrices. Mais, rassurez-vous, 99% de ce qui est filtré va être réabsorbé. Alors, si on prend l'anatomie du néphron, donc c'est un parcours du combattant avec le tube, comment dire, avec l'anse de Henle, le tube contourné, hein. Tu peux montrer l'image suivante? Voilà, c'est ça. Donc, vous voyez le glomérule, hein, qui sert de filtre entre l'artère et la voie excrétrice. Et donc, c'est tout le long de ce parcours du combattant, tube contourné proximal, tube contourné distal, anse de Henle, que vont être réabsorbés 99% de ce qui a été filtré. Et ce qui va s'éliminer dans le canal collecteur, ben, c'est ce qui reste. Et c'est ça qui va constituer les urines. Alors, les urines, qu'est-ce qu'elles contiennent? Elles contiennent de l'eau, des sels minéraux, alors du sodium, potassium, du chlore, du bicarbonate, du calcium, du phosphore. Ça contient l'acide urique.
Alors, l'acide urique, c'est un produit de la dégradation des protéines. Et c'est cet acide urique, lorsqu'il est en excès, qui peut provoquer la formation de compression et qui va aboutir à ce qu'on appelle des calculs, qui peuvent poser des problèmes en créant des obstacles de la voie excrétrice. Il y a également un autre catabolite qui s'appelle la créatinine, qui provient de la dégradation du métabolisme musculaire. Alors, la créatinine, c'est très intéressant parce que c'est ce qui est utilisé comme marqueur pour mesurer le débit de filtration glomérulaire et donc de dépister les insuffisances rénales et de les surveiller. Alors, les urines, euh, elles ne doivent pas contenir certains éléments. Les éléments figurés du sang ne doivent pas traverser la barrière. Donc, on ne doit pas trouver, normalement, de globules rouges, de globules blancs, très faible quantité, ou de plaquettes dans les urines. Mais il y a également des éléments qui ne doivent pas passer. Par exemple, le glucose ne doit pas traverser. Si on trouve du glucose dans les urines, il faut rechercher un diabète. Si on trouve de l'albumine dans les urines, ben, il faut rechercher une pathologie rénale, hein. Et si on trouve du sang dans les urines, il faut rechercher une pathologie urologique, c'est qu'il y a quelque chose qui saigne dans la voie excrétrice. Alors, les urines, elles sont stockées dans la vessie qui joue un rôle de réservoir. Et selon la durée du voile, ben, ce réservoir, il se remplit. Et il faut savoir que la sensation d'envie d'uriner se manifeste pour un volume d'environ 300 millilitres. Alors, 300 millilitres, c'est en gros, c'est une canette de bière, hein. On est entre 25 et 33 centilitres, hein. La vessie, elle est très extensible, hein. Elle peut se distendre bien au-delà avec un inconfort qui va être croissant jusqu'à la limite du supportable. Et ça risque d'altérer considérablement la capacité au pilotage. De plus, une vessie distendue, en cas d'accident, elle peut se rompre et entraîner des graves lésions corporelles. Voilà. Alors, devant ce phénomène incontournable qu'est la diurèse, euh, il faut boire. Si on fait un long vol, moi je me rappelle autrefois, on faisait les vols de 5 heures en local. Bon, maintenant, en général, les vols de 5 heures, ça se fait en même temps que le vol sur la campagne, mais tourner 5 heures en local, en faisant des ronds dans l'air, eh bien, c'était très long et les besoins se faisaient sentir assez rapidement. Alors, quels sont les plans pour les apports hydriques? Alors, le premier plan, ben, on évite de boire pour limiter la production d'urine. Eh ben, ce n'est pas un bon plan. C'est même un très mauvais plan parce que la restriction hydrique va diminuer l'élimination des urines, oui, mais au prix d'une déshydratation qui va augmenter la concentration et la pression osmotique du sang. Cela va créer un appel d'eau provenant du milieu extracellulaire d'abord, mais qui va retentir sur le milieu intracellulaire, et ce qui va être nocif et source de fatigue. Donc, mauvais plan. Deuxième plan, boire quand la sensation de soif est installée. Bon, c'est un plan qui est correct. Si la sensation de soif apparaît, c'est qu'on est déjà en hypovolémie. Pour mémoire, il faut savoir que les blessés qui saignent beaucoup, ben, ils réclament à boire, hein. Ils réclament de l'eau, hein. Donc, éviter d'attendre d'avoir vraiment soif pour s'hydrater. Et alors, la troisième solution, c'est la meilleure, elle consiste à boire avant d'avoir soif. Alors, l'idéal, c'est de boire souvent et en petite quantité. Alors, soit avec une gourde de type Camelback, là, qu'on pose derrière l'appui-tête, avec un embout flexible, qu'on peut fixer sur le micro, hein, pour qu'il soit facilement accessible. Oui, alors parfois en place arrière, lorsqu'il y a un logement pour la ranger, on peut utiliser une bouteille. On fait des bouteilles maintenant avec le bouchon qui est attaché. Donc il faut que la bouteille elle soit quand même dans un logement, qu'elle ne se balade pas, puisque tout corps doit être normalement fixé dans un aéronef, hein. Alors voilà pour la boisson. Pour la nutrition, ben, durant les longs vols, notre organisme ben, il consomme de l'énergie, en particulier du glucose. La glycémie normale, elle est d'environ 1 gramme par litre de sang. Alors, on parle de diabète si on dépasse 1,30 g, hein. Le glucose qui est consommé, bah, il est compensé par les apports glycidiques alimentaires.
Et ces apports, ça ne concerne pas que les sucres rapides, hein, ingérés sous forme de glucose ou de saccharose. Hein. Donc, c'est les bonbons, les morceaux de sucre, les, comment dire, les barres de chocolat, là. Mais également les sucres lents qui sont contenus dans les pâtes, dans le riz, dans le pain, qui contiennent de l'amidon. Et l'amidon est progressivement dégradé et transformé en glucose. D'où l'importance de faire un repas normal ou d'emmener en vol, de quoi consommer durant le vol. Hein. Donc, les sandwichs, les barres de céréales. On peut prendre des compotes de fruits en sachet buvable. Alors, si on ne fait pas ça, dans le cas contraire, l'organisme va puiser dans ses réserves, c'est-à-dire dans les stocks de glycogène qui sont dans les masses musculaires et dans le foie, et ça va être également source de fatigue. Donc voilà pour ce qui est des apports, donc de la physiologie, des apports nutritifs. Et on en arrive au problème de la miction. L'élimination des urines ne peut se faire que par la vidange de la vessie. Alors le problème, ce n'est pas l'acte de miction en lui-même, mais qu'est-ce qu'on fait des urines jusqu'à la fin du vol? L'ergonomie du poste de pilotage, ça complique la situation, puis l'anatomie crée des contraintes spécifiques. Et donc, je vais vous parler du pilote masculin, et puis après, je passerai la parole à nos féminines pour nous expliquer la problématique féminine pour ce sujet-là. La position du Je, pilote n'est pas je faite me pour... permets, je me Oui? permets de te couper, Jean-Louis, parce qu'on a deux questions. Ah, Ah, Donc, la première question, est-ce que le stress du vol en cas de risque de vache a un impact sur, je pense, sur l'état de vigilance et sur peut-être des modifications métaboliques? Et la deuxième question, est-ce que la production d'urine dépend du volume que l'on boit ou est-elle constante? alors, le stress du vol en cas de vache, donc c'est un petit peu en dehors du sujet d'aujourd'hui. Euh, Bah, tout est une question de est-ce que la vache se présente bien ou pas? Parce qu'une vache, c'est toujours une aventure. Alors, si on est dans la Beauce ou dans la Picardie avec des champs qui sont plus grands que les aérodromes, en général, il n'y a pas trop de stress. Par contre, si vous vous retrouvez dans un coin mal pavé en montagne avec peu de zones vachables, là, le stress va aller croissant et il peut même aller jusqu'à la panique si vraiment on n'a pas de solution. Hein. Et donc, importance de vraiment d'anticiper et de ne pas aller se fourrer dans des endroits où le risque de vache est important avec pas ou peu de solutions pour se poser correctement. alors, Jean-Louis, je me permets peut-être que la question était plus est-ce que le stress peut impacter le remplissage de la vessie et donc l'envie d'uriner? Est-ce que, par exemple, d'être stressé, ça pourrait remplir plus vite, enfin contribuer à remplir un peu plus vite la vessie ou Oui, parce que accélérer la sensation alors, d'uriner? oui, parce que le débit sanguin, plus le débit sanguin est important, plus il va y avoir de filtration glomérulaire et plus il va y avoir d'élimination d'urine. Donc, si on est stressé et que s'accélère le rythme cardiaque, je sais pas moi, 120, 130, 140, forcément, ça va contribuer à augmenter la filtration glomérulaire hein, et à augmenter l'élimination des urines. Alors, la deuxième question, euh, alors le débit des urines est très fluctuant. Si vous volez en début de saison, où il fait encore froid, on a des températures négatives, parfois lorsqu'on est au plafond, eh ben, on transpire quasiment pas. Et comme on ne transpire pas, on va avoir une diurèse qui va être beaucoup plus importante. Au contraire, lorsqu'il fait très chaud, qu'on est en thermique pure, qu'on est sous une rôtissoire avec l'effet de verrière, eh ben, on va transpirer énormément. Et ce qui va être éliminé par la transpiration ne le sera pas par la vessie. Donc, ce n'est pas une constante. Hein. Donc, il y a des facteurs qui influent sur les... Alors, en plus, si on boit beaucoup, eh ben, on va uriner beaucoup.
Moi, je sais que mon fils, Louis, là, qui est en équipe de France, il boit tout le temps et ça lui arrive de terminer un vol long avec deux poches de litres pleines, hein. Et, et il y en a d'autres bah, qui n'arrivent pas à uriner, donc qui vont faire des heures de vol donc avec un inconfort certain. Et donc, d'où l'intérêt de ce webinaire pour donner des solutions pour pouvoir soulager sa vessie en vol de manière correcte et confortable. Est-ce qu'il y a d'autres questions là pour l'instant? Bon, alors je continue. Donc, je disais que la position du pilote n'est pas faite pour arranger les choses, car la position demi-assise, ce n'est pas la position habituelle pour aller uriner. Alors, il y a diverses méthodes qui peuvent être utilisées. Tout d'abord, l'utilisation d'un sac plastique, genre sac à congélation. Alors, le problème, c'est que on peut très bien remplir le sac de congélation, mais le problème, qu'est-ce qu'on en fait après? Alors, c'est difficile par la suite de garder un récipient qui n'est pas étanche. Alors, on peut vidanger le sac par la lucarne, mais parfois, il y a un appel d'air et qui va ramener ce qu'on veut éliminer à l'intérieur de la cabine, donc c'est pas top. Une autre solution, c'est de balancer le sac par la lucarne, mais c'est pas conforme à la réglementation, puisque on ne peut, comment dire, larguer d'un aéronef que de la matière sous forme liquide ou sous forme de sable. Et ben, le sac plastique, il n'est ni liquide ni sable, hein. Et en plus, ben, c'est pas très bon pour l'environnement non plus. En plus, on ne sait pas où le sac va tomber, hein. Il peut très bien tomber à un endroit qui, est- qui, qui n'est pas adapté et ça peut avoir des répercussions et des retombées. Donc, à éviter. Deuxième solution, utilisation des couches. Alors, il y a des couches qui sont très absorbantes, hein, qui peuvent être utiles, mais il est nécessaire de s'équiper avant le vol. Alors, moi, j'utilisais des couches à une certaine époque. Bah, ça marchait, hein, mais bon, c'est un petit peu contraignant parce on a quand même un certain inconfort, surtout que quand on a uriné, eh bien, il y a quand même une évaporation des urines qui produit du froid. Et donc, c'est pas toujours l'idéal, surtout si on vole par conditions où il fait froid, où on transpire pas, donc on urine davantage. Alors, la troisième solution, moi, que j'ai adoptée, et puis que pas mal de monde adopte, c'est l'étui pénien qui est connecté à une poche étanche et vidangeable. Alors, c'est ce qu'on voit dans les maisons de retraite, hein, pour les patients qui ont des fuites. Mais nous, on l'utilise de manière, comment dire, très particulièrement adaptée à l'inconfort d'une cabine d'un poste de pilotage de planeur. C'est une méthode qui est plus confortable lorsqu'elle est bien maîtrisée. Alors, l'étui pénien, vous avez des petites images là, hein. C'est un fourreau en doigt de gant qui s'applique sur le pénis. L'étui pénien est pourvu d'un puissant adhésif qui assure l'étanchéité côté interne. Et il existe un embout à son extrémité externe. Et donc, c'est cet embout qui va être branché sur un, comment dire, un tuyau qui est lui-même raccordé à une poche qui fait office de réservoir. Alors, la taille de l'étui pénien doit être adaptée au diamètre du pénis. Un calibre trop étroit risque de créer une compression qui va faire obstacle à la miction. Et à ce moment-là, ça peut entraîner des difficultés pour uriner. Et au contraire, un calibre trop large peut créer des problèmes d'étanchéité. Alors, la poche, elle peut avoir une capacité de 1 à 2 litres. Elle comporte un tuyau qui se fixe sur l'embout de l'étui. Alors, il faut la placer en position basse. Souvent, on la met entre le palonnier et le bas du siège, parce que la gravité va faciliter l'écoulement. Alors, le principal problème, c'est de réussir à pratiquer une miction dans des conditions ergonomiques qui ne sont pas adaptées. Alors, il y en a qui y parviennent sans difficulté, mais il y en a d'autres qui n'y arrivent pas, et ça crée un handicap sérieux
et surtout dans le contexte des longs vols, en particulier en compétition. Alors, il peut être utile de s'entraîner, soit en simulateur, soit tout simplement en position semi-allongée dans un canapé, par exemple, ou voire même dans une baignoire, hein. Et il peut arriver des effets indésirables. Alors, le premier effet indésirable, c'est le défaut d'étanchéité. Alors ça m'est arrivé une fois. Le tuyau s'est désolidarisé de la poche. Et donc, pendant la miction, il y a une odeur caractéristique qui se répand dans la cabine. Et surtout, il y a de la buée qui apparaît immédiatement sur la verrière. Donc, on est obligé d'ouvrir à fond les ventilations pour évacuer la buée. Et puis, on est bon pour nettoyer le planeur une fois au sol, hein. Bon. On peut avoir également des difficultés à retirer l'étui pénien car l'adhésif est très puissant. Alors, ça peut provoquer des petits hématomes sur le fourreau pénien. Et ce qui arrive souvent aussi, c'est que l'étui pénien s'est collé à les poils pubiens. Et donc, lors du retrait, ça fait pas de bien. Voilà. Et puis, on peut avoir également comme inconvénient la nécessité d'une pression excessive pour démarrer la mission. Et ça se produit si le calibre du tuyau est insuffisant. Donc, il faut choisir des poches avec des tuyaux suffisamment larges. Alors, les tuyaux péniens et le sac plastique sont peu adaptés, sont même inadaptés à l'anatomie féminine. Et dans ce cas-là, je vais passer la parole à Aude. Alors, il y a une dernière petite solution, Ouais. Jean-Louis, pour les pilotes masculins. Oui. Ah oui, alors il y a un étui pénien qu'on peut réutiliser aussi, hein. Voilà, Voilà. exactement. Ouais. Alors moi, ça, j'en ai pas l'expérience. A priori, donc, c'est un dispositif qui est réutilisable, donc qu'on nettoie, qu'on désinfecte et qu'on peut réutiliser. Voilà. Mais ça, j'ai jamais utilisé, donc je peux pas vous faire de retour d'expérience là-dessus. Donc, maintenant, j'attends vos questions. Je crois qu'il y a des questions dans le chat. Est-ce que tu Oui, ce veux sont nous les plutôt des lire? remarques. Il y a une Ok. remarque qui dit que l'urine oxyde fortement les parties métalliques et que donc, effectivement, ce genre d'incident vaut mieux les éviter. Mhm. Et puis, il y a quelqu'un qui précise, couche dans sac congélation, c'est efficace. Ah oui, exact. Oui, je confirme, moi c'est ce que Mhm. j'utilise régulièrement et c'est assez efficace. Bon, c'est à mettre dans nos tablettes, hein, puisque l'expérience de toutes les personnes concernées peut apporter un plus. Et alors, Donc, juste question de ma part naïve que je voilà. suis, c'est-à-dire que la couche, vous la mettez dans le sac congélation et vous fermez ensuite. C'est Voilà, ça l'idée. je mets la couche, une ou deux couches dans le sac de congélation, il faut un grand sac, hein. Ouais. Et après, les sacs de congélation maintenant ont une fermeture, Mhm. je ferme le sac et je le mets sur le côté. Ok. Très bien. Eh Ça, ben, Et il y merci, a, hein. Merci pour le scoop, là, c'est intéressant. Oui. et il y a une autre question, sac de congélation compostable, point d'interrogation. Alors oui, ça existe. Je sais que certains pilotes, en tout cas en équipe de France, utilisent des sacs compostables et du coup, ils les balancent avec la conscience un peu plus tranquille, même si néanmoins, il y a toujours cet aspect réglementation qui n'est pas respecté. Mais je sais que ça peut se faire en mode compostable. Mm. Pour en revenir, vous m'entendez là? Oui. Oui. Pour en revenir à l'oxydation, on a un pilote qui jette ses sacs, mais alors je peux vous dire qu'en quelques années, toutes les commandes métalliques au niveau de la commande de direction, tout est rouillé. Donc Mm. jeter l'urine Mm. dehors, c'est peut-être Non. pas une très bonne idée. Et moi, j'avais demandé à Schempirt si on pouvait faire comme sur le junior, et c'est pareil, il m'a dit, mais il faut pas le faire parce que si vous faites ça sous le baquet, c'est le train Mhm. d'atterrissage qui va rouiller. Et sans compter aussi l'impact sur le gel coat ou la peinture. Il me semble que l'urine, c'est pas bon non plus pour la surface du Peut-être. planeur. Mm.
ça jaunit. Enfin, j'avais eu des retours comme quoi ça vieillissait très mal ensuite. Bah, merci Enfin, pour ce témoignage, Jean-Pierre. C'est bon à savoir, c'est bon à rappeler. enfin, on a Sur un l'oxydation, dernier. juste pour partager l'expérience Oui. sur l'oxydation, moi je suis dans ce cas de figure en fait parce qu'on verra après, mais j'ai un tuyau en fait qui éjecte l'urine vers l'extérieur. Et la toute première année, je me suis faite avoir puisque ma sortie était au pied de manche et j'avais un crochet treuil et un crochet remorquage. J'utilisais que le remorquage, mais quand j'ai mis le planeur en fait sur le dos l'hiver, le crochet treuil était complètement oxydé. Donc, ce qui fait que bah, après, je prenais mes précautions. Comme j'utilisais pas, je le scotchais. Et là, j'ai fait un trou en fait différemment pour que du coup l'urine en fait sorte. Alors juste avant la trappe de train, mais quand le train est rentré, du coup, c'est suffisamment étanche pour que l'urine en fait s'évapore vers l'extérieur et ça implique en fait bah, évidemment de nettoyer après chaque vol. Mais j'ai plus de problème du tout de corrosion et ni que le gel coat soit abîmé, je l'ai jamais vu ça. Ok. Enfin, on a deux autres témoignages. L'Uribag marche assez bien. Et enfin, un autre témoignage qui dit les couches culottes vendues en supermarché, prix modique, sont très efficaces. Capacité de rétention jusqu'à 1500 grammes. Pas d'odeur, sensation de sec, très longtemps conservée. Ok, merci. Alors, moi, je vais juste te donner une combine que je faisais quand je volais un peu plus. C'est-à-dire qu'à chaque ascendance, je buvais un tout petit peu. En haut de chaque ascendance, c'était pas, je buvais pas beaucoup, mais je buvais à chaque ascendance. Et tu utilisais un système type Camelback ou... Oui, oui, Camel Black, oui. Ouais. Très peu, donc il suffit. Mais j'ai fait du squash et comme dit le docteur, il faut boire avant d'avoir soif. Oui. Il Tout à fait. faut pas Oui. circuiter en K8 alors à chaque ascendance, hein. On monte en K8. Ok, merci. Alors, on peut boire de l'eau gazeuse avec une bouteille de plastique en place arrière d'un biplace et avec le logement pour ranger la bouteille, hein, pour ceux qui préfèrent l'eau gazeuse. Bon, eh ben, je crois que Aude, tu vas pouvoir Je prends la main. prendre la Ouais, main et nous parler donc de l'aspect féminin de la question. exactement. Alors, bah, évidemment, l'anatomie féminine, elle est un peu différente. Donc, nous, on a un petit peu moins de solutions à disposition. J'en ai identifié deux dans mon entourage de pilotes féminines, deux principales. Évidemment, la solution de ne pas uriner en vol, c'est pas une solution pour moi. Donc, la première, les couches, dont on a déjà parlé. Et puis, la deuxième, c'est un système collecteur d'urine qui fonctionne un petit peu sur le même concept que l'étui pénien, mais adapté à l'anatomie féminine. Donc, les couches, pour nous, c'est bah, comme pour vous, ça fonctionne bien si elles sont très absorbantes. Donc, j'entendais tout à l'heure 1,5 litre d'urine. Moi, j'ai l'impression quand même que ma courte expérience avec les couches, le volume était quand même très limité. On pouvait uriner une ou deux fois, mais qu'ensuite, ça commençait déjà à déborder. Et puis, moi, je trouve aussi qu'il y a cet inconfort qui est lié à la fois au refroidissement, à l'humidité dans laquelle on baigne ensuite, et puis l'odeur qui peut envahir le cockpit. Donc, je trouvais que c'était une solution qui est très pratique parce que ça demande pas d'entraînement, c'est facile, c'est rapide à mettre en œuvre, mais il y a un certain nombre d'inconvénients, notamment si on a des volumes d'urine importants en vol. C'est facile, on les trouve en pharmacie et en grande surface. L'autre solution qui est assez répandue parmi les femmes qui font bah, du vol de distance et des championnats, c'est le dispositif collecteur d'urine dans une poche.
Donc ça consiste en un petit étui en silicone qu'on insère dans le vagin et qui se connecte en fait avec un petit tuyau raccord à une poche, qui sont les mêmes poches que pour les hommes. Ces poches, elles ont un volume entre 1 et 2 litres et il est possible, quand on a des volumes d'urine importants en vol, de se faire un petit embout en Y qui permet de connecter simultanément 2 poches à la fois. Moi, c'est ce que j'ai fait parce que, j'en ai eu marre de débrancher, de rebrancher les poches en vol et donc du coup, heu, problème résolu, j'ai un Y et donc ça alimente en même temps 2 poches, une sous la jambe gauche et une que je mets sous la jambe enfin sous le mollet gauche et une sous le mollet droit. Donc du coup, ce dispositif, bah, ça permet de collecter pas mal d'urine. Ça nécessite aucune manipulation en vol. On n'a pas l'odeur, on n'a pas d'effet de froid ni d'humidité. C'est un système qui est réutilisable, c'est-à-dire que ce dispositif en silicone, l'embout et le petit prolongateur sont lavables. On les lave à l'eau chaude avec du savon de Marseille ou bien avec, des solutions, des petites pastilles désinfectantes ou de la bétadine. Et donc ça tend vers le, zéro déchet parce qu'on peut les réutiliser à l'infini. Moi, mon système, ça fait 12 ans que je l'utilise, le même, et je n'ai jamais eu à le renouveler. En revanche, c'est vrai que ça nécessite un certain entraînement, une habitude, parce que, bah, il faut s'exercer un petit peu avant que ça fonctionne, totalement sans faire de fuite. Ça nécessite aussi de prendre son temps quand on le pose. Alors on peut le mettre soit avant de s'installer dans le cockpit, soit une fois qu'on est installé. Y tout est possible, ça dépend des de chacune et un inconvénient de taille, je trouve, c'est que effectivement, il peut y avoir des petites fuites pendant l'utilisation ou après le vol parce qu'en fait, le système appuie un petit peu sur, un nerf et ça génère un petit peu d'incontinence si ça appuie trop fort sur le nerf. Enfin, moi, ça peut m'arriver. Je sais que certains vols, 20 minutes après le vol, bah, j'arrivais pas trop à contrôler et donc ça nécessite de mettre une protection supplémentaire, type une couche, assez légère ou une protection hygiénique. Donc ce système, bah, je trouve quand même que ça fonctionne très bien. C'est un très bon investissement. Ça doit coûter une centaine d'euros ou un peu plus de 100 € et en cliquant sur le lien qui est ici, vous avez, toutes les informations pour, vous en procurer un. Et autre, problématique liée aux féminines, ce sont les menstruations qui peuvent venir se greffer, à la problématique de la miction. Donc avant de parler des solutions, évidemment, on peut éviter ce problème en prenant une pilule qui arrête les règles. C'est une solution, qu'on peut envisager. Sinon, si on a les menstruations chaque mois et ben, il y a 2 solutions. Soit on mise sur, la couche qui permet une double absorption de l'urine du sang ou bien, autre solution, on peut toujours utiliser notre, petit système collecteur en silicone en le couplant à soit des tampons, soit une cup. Cup, c'est aussi quelque chose en silicone qu'on met dans le vagin et les 2 sont compatibles. J'ai testé et approuvé et ça permet donc de collecter à la fois le sang et l'urine sans inconfort, sans gêne, en vol. Voilà. Donc en conclusion, avant de passer à la partie, questions-discussions, c'est évident que pour, pouvoir bénéficier d'une forme physique et d'un confort optimum en vol, donc d'une performance quand on veut faire de la performance, c'est incontournable de se préparer avant chaque vol, avant chaque long vol et donc en bref, l'essentiel, c'est de maintenir un bon niveau d'hydratation en buvant régulièrement des petites quantités avant d'avoir soif, d'assurer un bon niveau d'apport glucidique. Donc, si possible, pareil, en ayant mangé avant le vol et en prenant en vol aussi des glucides. Et puis, de s'assurer qu'on est bien équipé pour pouvoir vidanger notre vessie à tout moment, facilement, sans stress, parce que ça peut être très déstabilisant en vol. Donc voilà les clés
qu'on voulait partager ce soir. Et ben, on vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, bah, c'est le moment. Et sachez que les questions auxquelles on aurait ou on n'aura pas répondu, elles seront tracées dans un document qui sera mis à disposition de tout le monde après le webinaire. Voilà, je vous remercie. Alors, on a deux remarques dans le chat. On nous signale que le LX a une alarme modifiable pour rappeler qu'il faut boire. Et puis, il y a une question, selon les positions en vol, le easy peasy féminin ne fait-il pas mal? Alors, très bon rappel sur les alarmes du LX. C'est vrai que vous pouvez configurer vraiment en toute liberté les alarmes, la fréquence et le message qui s'apparaît, qui s'affiche à l'écran du LX. Donc, c'est vraiment une fonctionnalité qui est top en vol pour ceux qui oublieraient de boire ou de manger. Et pour la question sur le système Easy Peasy des femmes, effectivement, en fonction de la position qu'on a dans le planeur, il va falloir l'ajuster peut-être un petit peu différemment. Je sais que, en tout cas personnellement, c'est très confortable dans un planeur où on est en position allongée. Typiquement, les discus de A, c'est vraiment une position idéale euh, pour, euh, pour, pour utiliser ce système-là. En revanche, j'ai beaucoup plus de peine quand je suis assise dans un ASK 21. Donc voilà, alors ça va pas jusqu'à de la douleur, mais ça va, au niveau de l'inconfort parce que, dans certaines positions, il y a un peu plus de fuite que dans d'autres. Donc c'est encore une fois une question d'entraînement. Jean-Louis disait de s'entraîner dans sa baignoire ou sur un canapé, c'est vraiment top de faire ça, et ça peut être nécessaire à chaque début de saison ou à chaque fois qu'on change de type de planeur et d'installation. Merci pour la question. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas aussi à prendre la parole. Questions, remarques, témoignages? Peut-être je peux faire une remarque, je me permets. Oui? Euh, Peut-être que il est aussi utile en termes de facteurs humains de considérer que voilà, si d'aventure on mouillait le baquet et puis qu'il y avait un petit peu voilà d'inconfort, ça fait partie du sport, ça fait partie du jeu. Moi, je fais de la course d'endurance en semi et en marathon. Bon, quand on arrive dans l'épreuve, voilà, on est tout seul, on n'est pas, voilà, pendant 2 heures, 3 heures, et puis on remet tout en ordre après. Ça fait peut-être partie du jeu. Alors peut-être que les constructeurs de planeurs devraient faire des housses de siège qui s'entretiennent très facilement, très bien. Voilà, bon, ça serait un peu plutôt ça la solution, parce que j'ai vu des planeurs récents qui finalement sont presque des Porsche, quoi, avec des très beaux matériaux. Puis c'est sûr que si on fait pipi dedans, ils vont vite être abîmés. Mais ça fait partie peut-être du sport aussi qu'à un moment, ben, ça se, ça se souille ou ça s'abîme un petit peu, je crois. Alors, Ce que je veux pour dire, c'est que remédier à ç ouais, l'approche si le pilote est pas stressé avec ça en pensant être visible à l'atterrissage ou abîmer le planeur, ben, ça fait partie en termes de facteurs humains, du confort anti-stress et puis de la gestion du vol global. Surtout, vous disiez, Madame Wintersee, sur des longs vols, des vols de distance ou de performance où il faut garder la, comment dire, la course longtemps, voilà, bah, ça fait partie du sport, quoi, hein. Puis on est quand même enfermé dans un demi-mètre cube ou dans un tiers de mètre cube, donc c'est sûr que c'est pas facile. mmh tout Les à fait. astronautes connaissent bien ça. Et, enfin, quand on fait des vols très longs, importance du confort quand même. Mmh. Et franchement, quand on maîtrise bien quelle que soit la méthode utilisée, si on la maîtrise bien, eh ben, euh, on a ce confort qui nous permet de faire des très longs vols et sereinement jusqu'au bout. Alors, je me permets de rebondir parce que c'est très intéressant, ce que vous évoquez là. On peut effectivement avoir des fuites, on peut ne pas maîtriser la solution tout le temps, on n'est pas infaillible, je suis entièrement d'accord, j'en suis l'exemple même. Mais c'est quand même dommage, je trouve, de souiller des planeurs, d'autant que souvent, bah, on vole pas sur notre machine, on vole sur des planeurs du club qui sont utilisés par d'autres gens et que les coussins, effectivement, c'est pas nettoyable en machine facilement. Et donc, pour éviter ça, il y a une solution extrêmement simple, c'est de mettre une alaise.
On met une alaise dans le fond du siège et on s'assoit par-dessus. Et comme ça, en cas de fuite, eh ben, on est serein parce que l'alaise est là. Voilà, comme ça, on laisse un planeur propre pour le suivant. Je vais juste te donner une expérience, c'était en championnat. On avait 400 bornes à faire en Pégase et au bout de 50 km, j'avais envie d'uriner. Et naturellement, au bout de peu de temps, j'ai uriné. Mais quand je suis rentré, c'était dans le jean et tout était sec, hein. Mm. Oui, la lesbienne. Merci. Mm. Oui, je me permets de reprendre la parole. Effectivement, la laisse permet de bien protéger, oui. Mhm. C'est quelque chose auquel on ne pense pas, je n'y avais pas pensé. Parce que quand j'étais intervenu tout à l'heure, ce que je voulais dire, c'était que si à l'issue ou à la fin d'un vol en situation un peu compliquée, malgré avoir eu du confort pendant les 3 4 heures qui ont précédé, il y avait un accident, c'était pas dramatique, ça Mhm. pouvait tous nous arriver, quoi. Comme ça peut Tout nous à en fait. arriver dans la vie. C'était plutôt. Ouais. J'ai le souvenir d'avoir été dépanner un de nos pilotes qui s'est posé à 100 km de distance sur un aérodrome parce qu'il avait une envie d'uriner à tout casser et qu'il ne tenait plus. Ben, ça lui a coûté un dépannage sans borne, hein. Alors c'est un petit peu dommage, quoi. Mm. Oui. Olivier de Villefranche, bonjour. Je suis pas compétiteur, mais j'adore les vols longs. Et effectivement, j'ai remarqué qu'un rituel de boire, manger ou uriner à intervalles réguliers permet de libérer des contraintes et de refocaliser son énergie et de mieux se concentrer sur la suite du vol. Et c'est vraiment hyper agréable comme petit scénario. Pour que le vol dure longtemps avec de l'agrément. Donc et j'ai eu aussi, des expériences, malheureuses ou tenter des aventures, sans dispositif et pouvant aller jusqu'à des choix, qu'on pouvait plus tenir qui m'ont je crois qu'une fois, j'ai même, été obligé de défaire la ceinture pour pouvoir libérer, la braguette, enfin des trucs pas possibles. Vous imaginez si on passe dans une turbulence, enfin c'est la catastrophe, quoi, hein. Et puis évidemment, la maîtrise, de l'assiette, quand on commence à travailler tout ça, c'est une catastrophe pour la conduite du vol, quoi. Voilà. Mm. Une On en est question, tous convaincus. une question ça m'est arrivé qu'une fois, mais des crampes assez importantes en vol. Et c'était quoi la cause? Alors, les crampes, c'est souvent des facteurs métaboliques qui interviennent. Et le premier facteur, c'est la déshydratation. On dit qu'il faut bien s'hydrater pour éviter d'avoir des crampes. Alors maintenant, il y a comment dire, certaines activités. Oui, lorsqu'il y a des matchs de foot avec prolongation, on a des joueurs qui ont des crampes. Mais je pense que c'est pas ce qui se produit dans un cockpit de planeur, hein. Il y a des facteurs métaboliques qui peuvent intervenir selon ce qu'on a consommé. Je sais que lorsqu'on a un repas le soir bien arrosé, on peut avoir des crampes la nuit. Mais je pense que pour ce qui concerne le vol en planeur, c'est surtout les phénomènes de déshydratation qui sont à l'origine de crampes. Merci. Moi, je voudrais vous partager peut-être dans ces expériences-là, en fait, qu'en effet, hein, il faut boire, se nourrir et donc uriner. Sur la partie urinée, parce que ce que je rencontre en fait dans mon club, c'est-à-dire que quel que soit le système qu'on utilise et qu'on soit homme ou femme, et alors peut-être plus particulièrement femme, en fait, quoi qu'il en soit, on n'a pas été en fait éduqué pour uriner quand on est, bah, en l'occurrence, assis dans le planeur. Donc que ce soit couche ou que ce soit un collecteur, en fait, parfois, c'est très difficile et je vois certains du coup de mes, beh, collègues, en fait, pilotes qui embarquent à bord un système et qui finalement n'arrivent pas à uriner. Parce que et là, à nouveau, quel que soit le système, en fait, on n'a pas été éduqués comme ça
Et c'est quelque chose qui est très difficile et que si on s'entraîne pas en fait au préalable chez soi, alors peut-être pas pour tout le monde, mais dans ce que je peux observer quand même pour une bonne majorité de personnes, c'est important de pouvoir le faire en apprentissage, bah, notamment sur la période d'hiver, parce que même voilà, même en étant équipé, c'est pas quelque chose qui est naturel. Et pour le coup, bah, il y a que l'entraînement. Alors, comme le disaient Jean-Louis et Aude, la baignoire, ouais, je suis aussi passée par là. Et ensuite, ce qui marchait pas mal, ben, c'est le canapé en essayant de reproduire la position du planeur dans lequel on peut voler, par exemple, le plus. Et puis, bah, du coup, de mettre couche et ou système collector. Et puis, de boire, de boire, de boire devant, genre, série Netflix hein, ou autre, ou un bon film. Et de manière à pouvoir s'entraîner à ce moment-là. Parce que sinon, enfin, voilà, c'est pas forcément la bérésina, même si on est équipé, quoi. Faut vraiment qu'il y ait cet entraînement au préalable. Sophie. Moi, je suis assez d'accord parce que j'ai beau m'entraîner dans la position du planeur dans laquelle je suis le plus souvent, c'est une position vraiment très assise. Bah là, c'est comme si ça bloquait tout. Et en vol, heureusement qu'on est deux, c'est un biplace, parce qu'en fait, je suis obligée de me soulever sur mes avant-bras. Et le temps que ça se débloque, bah, je peux pas piloter, ce qui serait assez dangereux si j'étais toute seule. Et je me demandais si en termes de positionnement dans le planeur, il y avait quand même des petites astuces parce que j'ai pas trouvé la solution même en m'entraînant là-dedans. Ben, en fait, je crois que c'est vraiment essayer de s'entraîner, alors hors contexte en fait, hein, pour se libérer quelque part de la charge mentale. Après, moi, je sais que contrairement à ce que tu as dit, Aude, quel que soit le planeur, en fait, j'arrive à uriner. Ça m'a pris par contre beaucoup de temps. Maintenant, j'y arrive quel que soit le contexte. Alors après, il faut une attention effectivement aussi particulière à comment on positionne en fait le système. Et une autre chose dont on n'a pas parlé, c'est-à-dire que pour nous, je sais pas si c'est valable pour le système avec les hommes, en fait, ça nécessite aussi de contrôler en fait le débit. Donc il faut se débloquer. Et ensuite, faut réussir à contrôler le débit auquel en fait on envoie l'urine. Mm. En fait, Voilà. il y a, il C'est y vrai a que ça une, fait pas mal de paramètres et c'est pour ça que je pense que l'entraînement, il est quand même. Et de pouvoir le faire en biplace, c'est aussi une bonne chose parce qu'au fur et à mesure, ça devrait venir en fait. Je pense qu'en fait, étant donné les conditions ergonomiques dans lesquelles on doit uriner, on a une inhibition réflexe qui crée une difficulté pour le démarrage. Et il faut arriver à vaincre cette inhibition, parce qu'une fois en général que la mission est lancée, après, ça se passe bien. Mais il y a une espèce de butée à franchir et il y en a qui n'y arrivent pas, et c'est ça le problème. D'où l'intérêt de s'entraîner. Et après, pour y réussir et pour passer cette inhibition, euh, il me semble que c'est plus facile de passer d'abord par la couche et ensuite par le Oui, peut-être, système oui. collecteur. Mhm. Bon. Merci. Y a-t-il d'autres questions, d'autres témoignages, remarques? Bien. Ouais, Je peux prendre allez-y, la parole? Oui, je bien vais sûr. baisser la main. Il y a certainement une dimension psychologique dans toutes ces affaires-là. Énorme, Oui. énorme. Parce que M. Bouderlic évoquait l'inhibition réflexe, probablement liée à l'ensemble de la musculation, de la position, mais il doit y avoir un phénomène psychologique aussi fort. Mhm. J'ai des collègues dans le club qui refusent de mettre une couche parce qu'ils ont l'impression d'être dans une position spéciale, infantile, alors que moi je trouve que c'est la solution la plus efficace, la plus simple. Voilà. Donc il y a un facteur psychologique, certainement. Certainement, oui. Parce on est sur des grandes fonctions hein, du vivant, sur des choses qui nous relient à l'extérieur. Donc, Après, je trouve qu'il y a une certaine bienveillance quand même dans notre discipline parce que j'avais cette appréhension il y a encore 2 ans.
Et je me souviens à un concours à Bayeaux où il y avait une compétitrice qui, elle, avait un pantalon blanc transparent avec une couche en dessous. Et mes amis masculins m'ont dit: «Tu vois, elle s'en fiche et elle a raison et nous, on s'en fiche aussi» et le fait d'avoir ce genre de bienveillance autour de moi, ça aide quand même beaucoup à passer le cap, psychologique de ça. Mm. Et Bah, c'est franchement, en plus, c'est important. tellement un Mm. confort quand on peut boire, en fait, sans... Après, on n'a pas tous les mêmes besoins, mais enfin, je sais que Aude, on partage en tout cas le même. On a vraiment besoin de boire beaucoup dans la journée. Mm. Et en fait, à partir du moment où on arrive à boire tel qu'on en a besoin, et voire même anticiper, et du coup uriner, enfin, franchement, la couche, en fait, ou même de devoir mettre le système, hein, parce que quand on est en compétition, on a tous les planeurs les uns à côté des autres. Euh, En fait, on se pose plus la question parce que le confort est tel après que c'est plus le sujet. Mm. Et vous Et mettez le effectivement, dispositif en piste? oui, moi je le mets juste avant de monter dans le planeur et Et ensuite je c'est l'enlève avant de sortir du planeur. Mm. ouais, je me disais que c'était pas possible, d'un point de vue pratique, technique, mais d'accord. En Ça fait, les fonctionne. pilotes à côté, ils sont habitués et moi, enfin, je vois quand je pars au club, alors en compétition, c'est un peu différent parce qu'il y a plus d'habitude, mais en fait, quand, ils savent très bien que je vais m'équiper et du coup, ils se posent pas la question aujourd'hui, ils se retournent en fait d'eux-mêmes ou alors ils quittent l'environnement du cockpit si on était en train de bavarder avant. Mm. Alors, ce qui concerne les tupéniens, donc quand on vole en monoplace, il faut s'équiper avant de décoller. Par contre, en biplace, on peut très bien s'équiper uniquement en cas de nécessité. Et donc, moi, quand je vole en biplace, bon, j'emmène les dispositifs et puis, s'il le faut, je l'installe. Donc, ça fait aussi économiser des dispositifs puisque ceux que j'utilise sont à usage unique. Et juste une question aussi sur ce qu'on peut rajouter à l'eau, ce que par exemple les sportifs utilisent souvent. Oui, alors il y a comment dire, il y a des comprimés effervescents qui contiennent des sels minéraux que l'on peut ajouter effectivement à l'eau. On trouve ça un peu partout dans les magasins de sport, euh, surtout lorsqu'on fait des longs vols et qu'on vole tous les jours. Parce que quand on transpire beaucoup, on élimine beaucoup de sels minéraux et donc c'est important de compenser ces apports qui ne sont pas forcément amenés par l'alimentation quotidienne. Moi, je mets des pastilles, enfin, je prends des pastilles Hydratis qu'on trouve en pharmacie, en fait. Ouais. Bon, après, il y en a, enfin, c'est une marque, mais il y en a d'autres, hein. Ou alors un jus de citron aussi, c'est sympa aussi, tout simplement. Bien sûr, faites attention aux produits dopants hein, quand vous ajoutez comment dire, des compléments. Méfiez-vous hein, parce que si vous avez un contrôle dans les compétitions, il peut y avoir de problèmes. Hein. Mm. Un bon Voilà. rappel. Dernière question, est-ce qu'il y aura un autre webinaire sur la santé du vol, mais sur d'autres sujets, le stress, etc., etc. On peut organiser s'il y a un Mhm. besoin, une demande et que ça vous semble intéressant, ouais, Pour le on moment, peut c'est pas organiser quelque chose. pour le moment, c'est pas prévu. Bah, Pour c'est le une moment, c'est première. pas Hein. prévu. C'est une D'accord. première. Hein. C'est la première fois qu'on fait un webinaire sur le sujet de la santé. Mais pourquoi pas, oui. Bon, bah, c'est une très bonne idée ce webinaire. Mhm. Et donc, ça sort un petit peu des sujets habituellement Mm. débattus. Mm. Ah, c'est une très bonne idée. Et puis c'est vrai qu'on voulait un peu combattre le tabou qu'il y a autour des questions, notamment de la miction, Mm. parce que moi, je vois bien, il y a des féminines autour de moi qui se limitent à cause de ça. Et c'est dommage de se dire qu'on en est à un point où ça devient problématique
à en limiter la progression et les possibilités de vol. Et je connais même des femmes qui se limitent parce qu'elles ont leur menstruation et elles n'osent pas faire des championnats à cause de ça, parce qu'elles ont peur que ça tombe pendant le championnat. Donc ça va Mm. extrêmement loin, je trouve, dans la limitation et d'où le fait de discuter de ça et de voir qu'il y a des solutions, que ça fonctionne et qu'on on peut voler confortablement à tout moment quand on a les bons outils. Mm. Ouais, des bonnes Oui, habitudes. Mmh. oui, ce que vous dites renchérit l'argument psychologique. Bah, voilà. Mmh. Donc, merci en tout cas pour, votre attention, votre participation, vos questions. Moi, j'ai appris plein de choses aussi. Merci à Jean-Louis pour son expertise médicale et à Sophie pour son témoignage, féminin. Il y en a pas beaucoup donc, c'est une denrée rare, qui est précieuse. Donc, le webinaire a été enregistré, donc vous pourrez le revisionner, si besoin sur le site de la Fédé et puis si jamais il y a des questions, plus tard, bah, n'hésitez pas à nous contacter. Il y a l'adresse de la commission médicale ici et puis l'adresse de Jean-Louis et la mienne. Donc, voilà et on note l'idée de faire un webinaire sur un autre sujet lié à la santé en vol. Une bonne fin de Super. journée. Merci Merci, beaucoup. Merci. bonne Au soirée revoir. à Bien. tous. Au revoir à tout le monde. Au revoir.